Bonjour à tous. J'entame aujourd'hui la troisième séance sur le cours des séries numériques, séries et suites et séries de fonctions et fonctions holomorphes. Je me suis arrêté la dernière fois sur ce théorème de comparaison. Alors toujours dans le paragraphe des séries à termes positifs, donc si un est inférieur à Vn pour n supérieur à n0, la convergence de sigma Vn entraîne celle de sigma un, et la convergence de la série sigma de n, la divergence de sigma n entraîne la divergence de sigma Vn. Maintenant, nous déduisons de ce théorème un résultat de comparaison si on a une inégalité de ce type-là pour n supérieur à n0, pour n assez grand, avec des constantes strictement positives petit k et grand K. Nous avons déjà dit que si une série de termes générale un converge, si on la multiplie par une constante, elle reste convergente. Et aussi, si elle diverge, si je multiplie par une constante positive, même si la constante n'est pas positive, la multiplication du terme général par une constante ne change pas la nature, c'est-à-dire elle garde la même nature, soit convergence, soit divergence. Par conséquent, d'après le théorème précédent, si sigma un diverge, il en est de même de celle-ci, donc aussi de sigma Vn. Et si sigma de n converge, il est de même pour k sigma kvn, c'est-à-dire aussi pour sigma vn. Donc par conséquent, les deux séries sont de même nature, si on a une comparaison de ce type. Alors ceci n'est pas très pratique. Dans la pratique, c'est comme ça qu'on dit. Lorsqu'on a deux termes généraux, la limite tend vers 0, un terme positif, et la Vn est strictement positif à partir d'un certain moment. Si un sur Vn tend vers 0, la convergence de sigma Vn entraîne celle de sigma un. C'est-à-dire, grâce à la limite, on peut, par la définition des epsilon, revenir à avoir quelque chose de ce type Vn inférieur à un epsilon un, ou quelque chose comme ça. Plus clairement, nous allons voir ça. Alors, on va le voir. Dans le cas général où n sur Vn tend vers L, mais si un Vn, alors, si un sur Vn tend vers 0, ça veut dire qu'on peut rendre cette quantité inférieure à epsilon, hein, pour n assez grand. Donc un inférieur à epsilon Vn. Et donc, si sigma Vn converge, il en est de même de sigma un. Ça veut dire là ici que Vn domine un. À l'inverse, si un sur Vn tend vers plus l'infini, on peut dire qu'à partir d'un certain rang, ceci est supérieur à 1. Oui, à 1, puisque ça tend vers plus l'infini. C'est supérieur à une constante b. Quel que soit b, il existe un 0 à partir duquel ceci est supérieur à b. Et donc, une relation de type, disons ici, en inversant les rôles, donc un supérieur à bvn, donc si un supérieur à bvn, si sigma vn diverge, sigma bvn diverge, et par conséquent, un qui est plus grand à bvn va diverger. Je répète, c'est quoi tend vers 0? Si vous prenez une constante b, il existe un 0 à partir duquel un sur bn supérieur à b. Donc un supérieur à bvn. Et par conséquent, la divergence, d'après cette relation, la divergence de sigma vn entraîne celle de sigma un. Par contre, si la limite est égale, L, strictement positive, regardez, si limite 0, limite plus l'infini, voici la conclusion. Si la limite est égale à L supérieur à 0, en particulier si elles sont équivalentes, alors elles sont de même nature. Nous allons voir ça. Si 1 sur Vn tend vers L,
Par la définition de la limite, il existe un 0 à partir duquel, pour n supérieur à 0, je peux mettre un sur Vn compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Et je peux prendre epsilon assez petit pour que L moins epsilon et L plus epsilon sont tous les deux positifs, puisque L est strictement positif, d'après l'énoncé. Bien, alors là, nous aurons Un est compris entre ceci petit k Vn et ici grand k Vn, et on applique donc le résultat précédent, à savoir ceci. Elles sont de même nature. En particulier si L est égale à 1, c'est-à-dire lorsqu'elles sont équivalentes. Et c'est ça que l'on utilise dans la pratique, l'équivalence de deux termes généraux. Par exemple, je ne sais pas moi, si on prend par exemple 1 sur 1 plus 1 au carré et 1 sur 1, 2, elles sont équivalentes. 1 sur 1, 2 convergent parce que c'est une série de Riemann avec un alpha égal de supérieur à 1, et par conséquent, sigma de 1 sur 1 plus 1 au carré converge aussi. Voilà par exemple un exemple simple d'utilisation de ce résultat. Alors maintenant, la comparaison avec les séries géométriques. Alors, les séries géométriques jouent un rôle très important dans la théorie des séries numériques. Je rappelle que série géométrique sigma de k à la puissance n. Elle converge si k est compris entre moins 1 et 1. Ça, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu au début. Je vais le rappeler. Vous le voyez, donc, quand on a donné des exemples, la série géométrique converge si et seulement si R en module, que ce soit complexe ou réel, est inférieur à 1 strictement, et la somme, elle est donnée ici. Donc ça, c'est un cas très important à ne pas oublier. Revenons à cette proposition. Alors, s'il existe un entier n0 à partir duquel racine nième et un nombre réel k, strictement compris entre 0 et 1, tel que l'on est, alors k c'est un réel, c'est pas un entier, un réel tel que l'on peut avoir ceci. Bon, racine nième de n inférieure à k, avec k inférieur à 1. Et si on écrit ça, c'est manifestement positif, puisque un est une série à terme positive. Alors, que dit la proposition? Cette série est convergente. Par contre, si pour n assez grand, racine nième de n est supérieure à 1, la série sigma un est divergente. Et ça, c'est clair, parce que si vous élevez vers la puissance n, vous trouvez un supérieur à 1. Et donc, elle ne tombe pas vers 0. Or, tendre vers 0 pour un terme général, c'est une condition nécessaire pour la convergence de la série. Par contre, ici, alors comment on va faire pour celle-ci? Élevons à la puissance n et on aura donc un inférieur à la puissance n. C'est des séries à terme positifs en utilisant le théorème de tout à l'heure, donc 1, 5, 2. Celle-ci converge parce que k est compris entre moins 1 et 1, il est même compris entre 0 et 1 strictement, et donc sigma du n converge également. Alors dans la pratique, c'est pas comme ça qu'on utilise la règle de Cauchy, mais plutôt avec la limite, ou bien au moins avec la limite sup. Alors pour la limite sup, je rappelle ce que c'est la définition de la limite sup d'une suite de nombres réels. Voici la définition générale, soit une suite de termes réels. On pose pour n la suite Vn, la nouvelle suite à partir du n, sup de uk lorsque k est supérieur à n. Alors ceci donne une suite Vn qui, à partir du n qui est décroissante, minorée et converge vers une limite L. Cette limite qu'on appelle la limite supérieure de la suite Un. Attention, la limite supérieure, ça peut être aussi plus l'infini. Et sera notée ainsi. Parfois, on la note aussi limite sup Un, ou bien comme ça avec une barre au-dessus de la limite. Également, on peut définir la limite inf d'une manière analogue. Je ne vais pas insister là-dessus. D'ailleurs, ceci c'est dans le programme de première année où on définit les limites sup et les limites inf. Elles ont des rôles presque analogues. On peut d'ailleurs voir une relation entre limite sup et limite inf.
Je vous la donne tout de suite. Hein. Comme ça, vous voyez, si vous comprenez ce que c'est que la limite sup, il suffit d'avoir que la limite inf de un, c'est ça. Donc, vous avez la définition de la limite sup, appliquée à moins un, multipliée par moins 1, et vous avez la limite inf. On peut aussi définir la limite inférieure d'une suite bornée en remplaçant le sup par inf dans cette définition. Elle est notée limite un, limite inf du n. La limite supérieure de la suite un est la plus grande des valeurs d'adhérence de la suite un, et la limite f, c'est la plus petite des valeurs d'adhérence. Si vous prenez par exemple la suite moins 1 à la puissance n, elle admet deux sous-suites. La suite correspondant au n pair et la suite correspondant au n impair. L'une tend vers 1 et l'autre tend vers moins 1. Donc elle a deux valeurs d'adhérence, uniquement deux valeurs d'adhérence. 1 et moins 1. La plus grande valeur d'adhérence, c'est 1 et c'est la limite sup. Et la plus petite des valeurs d'adhérence, c'est moins 1 et c'est la limite inf. Et d'ailleurs, vous voyez qu'elles sont distinctes. Lorsque la limite d'une suite existe, la limite inf et la limite sup sont égales. Voilà. Alors, proposition pour caractériser la définition, toujours un rappel des définitions de la limite sup. Voici une caractérisation très importante. On va l'utiliser tout à l'heure. Rappelez-vous de ça. Alors, L est la limite sup de la suite UN si et seulement si les deux propriétés sont réalisées. Quel que soit epsilon, il existe un nu à partir duquel, pour un supérieur nu, nous avons UN inférieur à L plus epsilon. Si c'était la limite, tout court, on aurait ici UN supérieur à L moins epsilon. Mais c'est juste la limite sup, ce n'est pas la limite. Alors, pour L moins epsilon, qu'est-ce qu'on a? On a ceci. Quel que soit epsilon, quel que soit m, il existe un plus grand que m, tel que ça. On n'a pas ici, il existe un 0 à partir duquel n supérieur à 0, on a ça. Autrement, on aurait la définition de la limite. Alors, que veut dire cette ligne? Veut dire que pour tout epsilon, il existe une infinité de n, telle que n supérieur à l moins epsilon. Une infinité, ça veut dire pas tous à partir d'un certain nombre. C'est-à-dire, par exemple, vous avez, disons, par exemple, vous avez, pour les n pairs, c'est vrai, pour les n impairs, c'est pas vrai. Donc, il y a une infinité, mais il n'y a pas tous à partir d'un certain rang. Alors, la limite sup, donc, c'est pas tout à fait la limite d'une suite. Et pour la limite inf, nous avons une relation analogue, mais celle-là qu'on va utiliser tout à l'heure, d'ailleurs. La limite L et la limite inf si pour tout epsilon il existe nu à partir duquel, alors cette fois-ci c'est UN qui est supérieur à L' moins epsilon, hein, mais on n'a pas l'autre inégalité, mais juste on a ça, qui veut dire que pour tout epsilon il existe une infinité de n, telle que UN est inférieur à L' plus epsilon. Donc comme je l'ai dit, cette condition B, cette condition B, veut dire il existe une infinité de n telle que n supérieur à L moins epsilon, et la condition B' que vous voyez signifie qu'il existe une infinité de n telle que n inférieur à L' plus epsilon. Si la limite de n existe et vaut L, alors limite sup et limite inf et limite tout court sont toutes égales. La règle de D'Alembert dans une version, la règle de Cauchy dans une version un peu plus élaborée. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on la donne, parce qu'il y a des suites qui n'ont pas de limite, mais qui ont des limites sup. Mais si la limite existe de racine n de un, c'est comme ça que vous appliquez. Si la limite de racine n de un est inférieure strictement à 1, la série converge. Si la limite de racine n de n est supérieure à 1, la série est divergente. Mais comme j'ai dit, la limite n'existe pas toujours, mais peut-être la limite sup et la limite f, et on peut, la limite sup existe et on peut conclure. Bon, comment on peut montrer ceci? D'une manière très simple. Regardons
là. Voilà. Okay, bon. Rappelez-vous la première caractérisation de la limite. Si la limite limite sup est égale à L inférieur à 1, je peux trouver L inférieur strictement à 1. Je peux trouver un epsilon tel que L plus epsilon reste inférieur à 1. Il suffit de prendre comme epsilon L 1 moins L epsilon et vous le divisez par 2. Un petit réel tel que ceci. Alors, pour ce epsilon, si on applique la caractérisation que je viens de voir, que j'ai noté A, alors il existe un entier à partir duquel racine énième inférieure à L plus epsilon. Comme j'ai dit tout à l'heure, la moitié de la définition de la limite. Pas toute la définition de la limite. Mais si racine énième de n est inférieure à ce petit k inférieur à 1, eh bien vous appliquez la proposition 1,5,5 pour conclure qu'elle converge. La proposition 1,5,5. La voici. Voilà, avec ce cas que j'ai trouvé L moins epsilon inférieur à 1. La limite sup de racine énième de n est supérieure à 1. Appelons cette limite L. L supérieure à 1. Puisque elle est supérieure strictement, je peux mettre entre les deux L moins epsilon. C'est-à-dire je peux trouver epsilon assez petit compris entre L et 1. Et donc reste, avec un epsilon assez petit, L moins epsilon reste supérieur à 1. Et dans la deuxième partie de la caractérisation de la limite sup, rappelez-vous, il existe une infinité de n telle que un est supérieur à ce L moins epsilon. C'est vrai pour tout epsilon, donc en particulier pour celui-ci. Eh bien, s'il existe une infinité de n supérieure à 1, un ne tombe pas vers 0. Et donc la condition nécessaire de convergence n'est pas réalisée et donc sigma de n diverge. Voilà. La règle de Cauchy est très pratique lorsque la limite existe. Parce que dans ce cas-là, si la limite de racine énième L inférieure à 1 strictement, il y a convergence. Si elle est supérieure à 1, il y a divergence. Alors le cas où cette limite sup est égale à 1, malheureusement, dans ce cas-là, on ne peut rien conclure. Si la limite sup de racine énième est égale à 1, on ne peut pas conclure. Parce que je vous donne ici deux exemples. Vous pouvez vérifier facilement que pour ce un, la limite de racine énième de un tend vers 1. Racine énième de 1 sur 1, 2 tend vers 1. Donc aussi, la limite sup, c'est la même. Puis comme j'ai dit, quand la limite existe, c'est la limite sup. L'une est divergente, on l'a déjà vu, par 3 méthodes différentes. Et celle-ci converge, c'est une série de Riemann avec alpha égale 2 supérieur à 1, converge. Mais pourtant, dans le même cas de la limite, la limite sup, qui est en l'occurrence ici la limite, elle est égale à 1. Mais on ne peut pas conclure. Vous voyez que dans ce cas-là, vous pouvez avoir convergence ou divergence. Alors voici un petit exercice que nous allons voir tout de suite. Alors, je vais regarder cet exercice, étudier la série de termes générales 1 plus A sur 1 plus B puissance n2. A positif, B positif, strictement. Regardons qu'est-ce qui se passe, la nature de cette série, en utilisant le critère de Cauchy. La racine, voici un, avec A et B strictement positifs. La racine de nème de un, c'est ça. Alors, il suffit de trouver la limite de ça, qui est un exercice
première année. Donc, par exemple, vous écrivez, vous divisez numérateur et dénominateur dans ce quotient par n, et vous avez ici 1 plus a sur n puissance n, et ici 1 plus b sur n puissance n. Grâce à la définition du logarithme, vous trouvez que le numérateur tend vers exponentielle de a et le dénominateur va vers exponentielle de b, ce qui veut dire exponentielle de a moins b. Donc, cette limite, elle, on va discuter quand est-ce qu'elle est inférieure à 1. Alors, exponentielle a moins b est inférieure à 1 si et seulement si a est inférieur à b. Et dans ce cas-là, la limite inférieure à 1, donc la série de termes général un converge. Si e exponentielle a moins b supérieur à 1, c'est-à-dire a supérieur à b, il y a divergence, toujours d'après le résultat que nous venons de voir. Et qu'est-ce qui se passe si a égale 1? Eh bien, on aura ici 1 puissance n2 égale 1. un égale 1 constamment, elle ne converge pas vers 0. Le terme général ne tend pas vers 0, donc la série est divergente. Alors, je vais maintenant aborder ce résultat en comparaison avec les séries de Riemann. Les séries de Riemann jouent un rôle très important dans la comparaison des séries à termes positifs. Nous donnons dans ce qui suit le critère de comparaison avec une série de Riemann. Alors, s'il existe pour une série à termes positifs, c'est-à-dire positif à partir d'un certain nombre, s'il existe une constante a telle que n alpha un inférieur à a avec un alpha supérieur à 1, la série est convergente. Et c'est évident parce que si vous avez ça pour n assez grand, vous avez un est inférieur à a sur n alpha. A sur n alpha, d'après Riemann, c'est le terme général d'une série convergente. Et un est plus petite que a sur n alpha, donc va converger. A l'inverse, si vous avez un b, une constante positive telle que l'on est ceci, alors on aura un plus grande que b sur n alpha. B sur n alpha, mais avec alpha inférieur ou égal à 1. Et donc, B sur n alpha diverge. Plus petit que n et il diverge. Donc, sigma de n diverge. Voilà la proposition. Très simple. Mais dans la pratique, comment on utilise ce résultat? Comme ça. S'il existe une constante, ça, c'est pas très commode. Alors, nous, on sait ce que l'on fait lorsqu'on calcule une limite. Alors, voici comment, dans la pratique, on utilise le critère de Riemann. S'il existe un alpha supérieur à 1, tel que n alpha un tend vers 0, alors, il y a alpha supérieur, la série est convergente. Et s'il existe un alpha plus petit que 1, ici supérieur strictement, ici plus petit que 1, tel que cette limite égale plus l'infini, alors sigma de n est divergente. Parce que vous appliquez ce que nous venons de voir. Dire que ceci égale 0 pour alpha supérieur à 1, ça veut dire que je peux rendre ceci inférieur à 1 pour n assez grand. Et vous prenez le a égale 1 et vous appliquez ce qui précède. Si par contre la limite égale plus l'infini, alors ceci est supérieur à une valeur donnée 2 par exemple. n alpha un est supérieur à 2 pour n assez grand. Avec cette condition, donc d'après ce qui précède, on conclut que c'est divergent. Exemple d'application tout de suite, le terme général 1 sur log de 2 au carré sur 1, qui tend vers 0 en particulier, donc la condition est vérifiée, et nous pouvons, d'après les propriétés de la limite, n puissance n demi n tend vers 0. Si vous avez ici n à la puissance n demi sur log de n au carré, ça tend vers plus l'infini, parce que les puissances de n l'emportent sur les logarithmes. Je ne vais pas vous faire un dessin pour vous montrer que ceci tend vers plus l'infini. Et par conséquent, en appliquant ça, alpha égale n demi plus petit que 1, tend vers plus l'infini, ça veut dire que cette série est divergente.
Cette série est divergente. Alors, je vous demande d'essayer d'étudier cette série de Bertrand. Vous avez tous les méthodes ou les critères pour l'étudier. Comparaison avec les séries de Riemann, la comparaison entre deux séries, et puis la comparaison avec les intégrales. La série de Bertrand, c'est comme ça on l'appelle, 1 sur n alpha, log de n puissance bêta, alpha et bêta, des réels quelconques. Merci de votre attention. Au revoir.